Nous abordons aujourd'hui par cette présentation la question de la pancréatite aiguë qui reste à ce jour une pathologie d'urgence grave et mortelle. Les objectifs pédagogiques sont d'abord, dans un premier temps, faire le diagnostic positif d'une pancréatite aiguë, ensuite reconnaître et faire la part des choses entre les pancréatites aiguës bénignes et sévères, et dans un troisième temps, identifier les situations d'urgence pour planifier la prise en charge. La pancréatite aiguë est définie comme une inflammation aiguë du pancréas en rapport avec une autodigestion de la glande par ses propres enzymes précocement activés, sachant qu'ils sont à l'état normal, ils sont inactifs. C'est une urgence thérapeutique à la fois médicale et chirurgicale et qui nécessite dans les formes sévères un séjour en réanimation en soins intensifs. La prise en charge est multidisciplinaire, donc on fait appel aux chirurgiens, réanimateurs, radiologues et aussi gastro-entérologues. Dans 50% des cas, on a des récidives et pour ce qui est du pronostic, il est sombre et sévère dans les formes graves avec une mortalité de 10 à 50%. Sur le plan anatomique, le pancréas est un organe profond. Donc, par cette situation profonde dans la région cœliaque, à cheval devant le rachis à hauteur de L1, L2 et loin derrière l'ovent costal. Ceci explique les difficultés de son exploration clinique. C'est un organe également situé dans l'étage sus-mésocolique, mais rétro-péritonéal, au contact du plexus solaire, et donc son atteinte pathologique peut donner de violentes douleurs. Le pancréas comprend 4 parties de droite à gauche. Sur le plan physiologique, alors le pancréas a concerne la physiopathologie des pancréatites aiguës, donc ce qui se passe sur le plan toujours physiopathologique au niveau du pancréas, donc au niveau des cellules pancréatiques ou les cellules acineuses, on a donc les enzymes pancréatiques qui sont sous forme inactive, à savoir l'amylase, la lipase et la trypsine inactive. Donc il va y avoir une fois que les aliments arrivent au niveau du duodénum, ainsi donc l'arrivée des lipides et des peptides dans le duodénum, ça va stimuler et déclencher la sécrétion donc par le nerf vague
de la sécrétine et de la cholécystokinase pancréatosémine, appelée également la CCKPZ, qui, elle, va stimuler la libération des enzymes pancréatiques au niveau du duodénum, et ceci sous forme inactive. Et eux, à ce moment-là, ils seront activés par une enzyme qui est l'entérokinase. Donc, on aura une activation des enzymes pancréatiques dans le duodénum. Cette activation prématurée des enzymes pancréatiques dans le pancréas entraîne donc une autodigestion de la glande, et cela entraîne donc une diffusion des enzymes qui vont être libérées. Il va entraîner donc une toxémie enzymatique et une atteinte multiviscérale, à savoir circulatoire, respiratoire, neuropsychique, rénale. Et ceci s'explique par la trypsine qui est activée de façon prématurée au niveau du pancréas avec une autodigestion et bien sûr de la nécrose. Pour ce qui est des étiologies, on a deux grandes étiologies pour la pancréatite aiguë. Donc, on a la lithiase biliaire qui représente 40% des étiologies par obstruction du sphincter d'Oddi par une lithiase de la voie biliaire principale, donc par reflux, ou donc la pathologie qui est également retenue, c'est l'alcoolisme, dans 40% des cas. Alors, soit en augmentant donc la viscosité du suc pancréatique qui va entraîner des formations de bouchons protéiques, et le plus souvent donc c'est dans le cadre d'une poussée de pancréatite aiguë sur un fond de pancréatite chronique, ou alors par un effet toxique de l'alcool qui détruit le parenchyme pancréatique. Il existe également des étiologies plus rares, donc à savoir d'ordre métabolique, telles que l'hypertriglycéridémie qu'on peut rencontrer chez la femme en postpartum ou pendant la grossesse avec une perturbation du bilan lipidique, mais ça reste toujours dans les étiologies de la lithiase. Les calculs ne sont pas vraiment formés, on peut avoir des millilithiases ou microlithiases, et également dans le cas d'une hypercalcémie. Dans d'autres cas beaucoup plus rares, les entérocolites inflammatoires, les MICI, donc RCUH ou maladie de Crohn, les maladies systémiques telles que le lupus, les vascularitmes, et là l'interrogatoire est important, et là on retrouve un contexte assez particulier des antécédents. Anomalie canalaire, et là le bilan radiologique est important, on peut avoir un pancréativisome, et on y pense lorsqu'il existe des pancréatites à répétition, c'est-à-dire que le patient fait beaucoup de poussées de pancréatite aiguë, et en faisant le bilan radiologique, on retrouve une anomalie anatomique, un pancréativisome. Également, on peut également penser en post-traumatique après contusion abdominale. Généralement, c'est les chocs directs. Chocs directs. Et lorsqu'on ne retrouve pas d'étiologie, c'est les causes, donc c'est les pancréatites idiopathiques. Également, on a les étiologies d'ordre iatrogène, donc des pancréatites provoquées, le plus souvent après, donc lorsqu'on indique une sphinctérotomie CPRE, également en post-opératoire lorsqu'on manipule, par exemple, lorsqu'on doit faire l'extraction de calcul de la voie biliaire principale, lorsqu'on manipule les pinces pour extraire les calculs, on peut provoquer donc un reflux au niveau du pancréas, et on peut provoquer donc en post-opératoire une pancréatite aiguë. Également donc post-médicamenteuse. Également ici, il faut vraiment faire attention à l'interrogatoire, rechercher une notion de prise d'humurène, de furosémide, donc des diurétiques, les tétracyclines ou la méthyldopa. Chez le parkinsonien, également, il faut penser aux causes infectieuses. Donc, c'est également un contexte particulier avec un syndrome infectieux, soit d'origine bactérienne, mycobactérie
ou alors elles peuvent être aussi d'origine virale, les auréans, le cytomégalovirus, ou parasitaires, donc avec une notion de comptage telle que l'ascaris ou le kyste hydatique. Les autres étiologies, beaucoup plus rares, donc elles sont d'ordre iatrogène, donc provoquées après post-CPRE au cours d'une sphinctérotomie, ou alors post-opératoire généralement lorsque on intervient sur la voie biliaire principale lors de l'extraction de calculs par des pinces. Donc on peut irriter le sphincter d'Oddi et entraîner la pancréatite aiguë. Elles peuvent être également d'origine médicamenteuse et là il faut rechercher à l'interrogatoire une notion de prise d'Immurel, de furosémide comme diurétique, les tétracyclines, la méthyldopa chez les parkinsoniens. Plus rarement, donc dans un contexte également infectieux, donc les causes infectieuses, elles peuvent être soit bactériennes, mycobactéries, mycoplasmes, ou virales, les auréans, les cytomégalovirus, ou parasitaires, l'ascaris et le kyste hydatique. On distingue principalement deux types de pancréatite aiguë. Alors la pancréatite aiguë œdémateuse, dans 80 à 90% des cas, elle n'affecte que la glande elle-même et a une évolution généralement bénigne et favorable avec restitution ad integrum. La deuxième forme, beaucoup plus grave, c'est la pancréatite nécrotico-hémorragique dans 15 à 20% des cas. Celle-ci, par contre, elle entraîne une destruction importante de la glande pancréatique avec éruption des enzymes dans la cavité péritonéale qui peut toucher les organes voisins. Donc, il existe un risque grave, d'une part une surinfection de la nécrose et d'autre part une défaillance multiviscérale. En ce qui concerne la pathogénie, on a toujours les quatre théories. Donc, on a d'abord la théorie canalaire, qui est en rapport avec l'obstruction au niveau de l'ampoule de Vater et d'Oddi par un calcul. Donc, il va entraîner un reflux de bile dans le virsum qui va entraîner l'activation des enzymes pancréatiques de façon prématurée. On a dans la théorie vasculaire avec l'ischémie et la théorie nerveuse, une hyperstimulation splanchnique et la théorie immunologique donc qui est allergique. Le diagnostic positif, il est d'abord clinique, donc avec des signes fonctionnels et principalement donc la douleur qui est typique de la pancréatite aiguë. Le patient arrive avec une position pratiquement antalgique pliée en deux. Donc c'est une douleur qui est d'apparition brutale après un repas abondant, qui est violente, permanente, angoissante, qui est de siège épigastrique ou en barre dans les hypochondres et qui irradie de façon transfixiante dans le dos ou scapulaire et qui est soulagée par la position penchée en avant qu'on appelle position de chien de fusil, qui est pratiquement typique. Comme deuxième signe, on a les vomissements alimentaires puis bilieux qui sont assez précoces, qui sont répétés et parfois abondants. L'arrêt des matières et des gaz, donc surtout c'est l'ileus paralytique, réflexe, qui est inconstant. Et on a également la dyspnée dans les formes graves et on parle souvent de drame abdominal. Hein. Alors, à l'interrogatoire, on verra rechercher une notion de lithiase vésiculaire connue, des antécédents de colique hépatique, une notion d'alcoolisme ou de pancréatite chronique, une notion de prise médicamenteuse et donc l'interrogatoire va surtout essayer de rechercher l'étiologie de la pancréatite aiguë. En ce qui concerne les signes généraux, c'est surtout les signes de gravité, à savoir les signes de choc avec un pouls filant, une tension artérielle qui est effondrée. Parfois, donc, elle peut être normale. Mais on peut avoir donc vraiment les extrémités froides avec
l'angoisse, la pâleur, les sueurs, la dyspnée. On peut avoir également une oligoanurie, des signes d'infection, donc avec un syndrome infectieux de la fièvre, des signes neurologiques avec confusion et agitation, et une notion d'hémorragie digestive. Pour ce qui est des signes physiques, donc à l'inspection, on note un météorisme. Donc c'est surtout un ballonnement abdominal épigastrique qui est dû à l'aérocolie transverse, donc l'iléus réflexe. Également, à l'inspection à un stade avancé, on peut avoir des tachychymotiques. Donc, soit lombaire, c'est le Gray Turner, ou périombilical, le signe de Cullen. Généralement, ils sont de mauvais pronostics et ils ont une valeur péjorative. À la palpation, donc, on a une douleur provoquée, rarement la défense épigastrique, et on n'a pas de contracture à la différence de la péritonite. Les touchés pelviens sont normaux également, ce qui est important. Et la douleur, on peut avoir soit au niveau de l'angle costo-vertébral gauche, ce qu'on appelle le Mayo-Robson, ou au niveau du rebord costal gauche, c'est le Malégué. Donc, le tableau clinique, ce n'est ni le tableau de la péritonite, donc parce qu'on n'a pas cette contracture, ni celui de l'occlusion, malgré qu'on ait ce météorisme. Pour ce qui est des examens paracliniques, donc on commencera par la biologie, la lipasémie à 3 fois la normale qui est spécifique, qui est un peu retardée, mais qui est plus durable. À lui seul, cet examen permet de poser le diagnostic de la pancréatite aiguë. Alors, en ce qui concerne l'amylasémie, qui est 3 à 5 fois la normale, elle est moins spécifique parce qu'on peut la retrouver dans plusieurs tableaux cliniques. Il suffit d'avoir une douleur abdominale, qu'on peut avoir une élévation de l'amylasémie. Elle est plus précoce, mais c'est négatif après 48 heures. Et l'amylasurie, elle est plus tardive, mais prolongée. Donc, la protéine C réactive, la CRP, elle n'a pas de valeur diagnostique, mais elle a plus une valeur pronostique. Donc là, c'est le reflet de l'inflammation. Elle est importante pour le suivi du patient. Pour le bilan hépatique, il est très intéressant de le faire même au début, dans un but le plus souvent de diagnostic étiologique, surtout par l'élévation des transaminases qui sont en rapport avec l'étiologie biliaire. Et l'élévation de la bilirubine, donc il va nous faire suspecter un obstacle cholédocien. La recherche de la lipase et l'amylase dans les liquides d'épanchement, si par exemple on a une notion de contusion abdominale, on peut avoir une élévation qui est en rapport avec une fistule. Les autres examens, donc à savoir la calcémie, la glycémie, la FNS, les gaz du sang et l'urée et créa. Donc, on peut également les pratiquer et on va les voir dans les scores de pronostic de la pancréatite aiguë. Pour ce qui est des examens radiologiques, donc au niveau des urgences, on pratique un abdomen sans préparation, lequel va permettre d'éliminer le diagnostic de péritonite, donc par l'absence de pneumopéritoine, et également le diagnostic d'occlusion. Donc on retrouve juste un iléus réflexe régional, donc par une once sentinelle, parfois donc un épanchement péritonéal, donc une grisaille diffuse. Et dans le cas d'une pancréatite chronique, on peut avoir des calcifications pancréatiques ou des calcifications au niveau de l'aire vésiculaire en rapport avec une lithiase biliaire. Le téléthorax également recherchera un épanchement pleural gauche réactionnel dans 25% des cas. Toujours dans le cadre des urgences, on peut également pratiquer une échographie abdominale qui le plus souvent est gênée par les gaz, qui va montrer des anomalies pancréatiques, à savoir une augmentation de la taille du pancréas, qui est donc un signe de la pancréatite aiguë, un aspect hétérogène de la glande, un épanchement péritonéal, un troisième secteur, et un diagnostic étiologique, donc une lithiase vésiculaire ou une lithiase de la voie biliaire principale.
Également, toujours dans le cadre des urgences, on peut faire un scanner abdominal, lequel donc va poser le diagnostic positif et il est réservé dans un doute, lorsqu'il existe un doute diagnostique, un diagnostic également donc dans les formes graves, dans la gravité, ou un diagnostic différentiel. Alors, en ce qui concerne les autres examens, ils ne sont pas faits dans le cadre de l'urgence. Donc, c'est a posteriori pour un bilan le plus souvent de diagnostic étiologique. Alors, l'écho-endoscopie et la bili-IRM, ils n'ont plus d'intérêt pour faire le diagnostic de pancréatite aiguë, mais ils sont réservés au diagnostic surtout de lithiase de la voie biliaire principale, sachant que dans l'étiologie, c'est généralement les microlithiases, donc ils vont migrer, et c'est des petits calculs qui sont difficilement détectables à l'échographie, surtout lorsqu'ils siègent dans la portion rétropancréatique. Et donc là, c'est l'intérêt de faire une bili-IRM ou une écho-endoscopie. Et lorsqu'on fait également une CPRE, également on peut faire une CPRE qui à la fois permet donc un diagnostic étiologique et parfois thérapeutique par une sphinctérotomie endoscopique dans le même temps pour permettre l'évacuation du calcul. Sur cette diapositive, donc on a 4 plaques de pancréatite aiguë vues à la TDM. Donc, c'est des coupes scanographiques. Dans la première, donc on a un pancréas qui est normal. Dans la deuxième, on a un épaississement de la graisse péripancréatique. La troisième plaque, donc le pancréas est augmenté de taille et d'aspect hétérogène. Et dans la quatrième, donc on note la présence de coulées, de nécrose en pararénal droit et gauche. Donc, si on se résume, le diagnostic positif repose sur la douleur typique, l'élévation de la lipasémie, donc 3 fois la normale qui est spécifique, et l'imagerie TDM. Le diagnostic de gravité, donc les pancréatites aiguës sévères ou graves, se définissent par l'existence d'une défaillance d'organes et ou le CIRS et ou la survenue d'une complication locale, à savoir l'abcès, la nécrose ou le pseudokyste du pancréas. Le CIRS est le syndrome de réponse inflammatoire systémique. 2 éléments ou plus. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une température soit supérieure à 38, c'est-à-dire élevée, soit inférieure à 36. Le pouls supérieur à 90, la fréquence respiratoire supérieure à 20, les globules blancs soit inférieurs à 4000 ou supérieurs à 12000, donc soit une hyperleucocytose ou une leucopénie, et ces signes ils sont présents généralement à l'admission et ils persistent plus de 48 heures avec échec au traitement. Et là, lorsqu'ils persistent plus de 48 heures, ils prédisent une évolution sévère et un surrisque de mortalité. C'est-à-dire que le CIRS peut exister dans les 48 premières heures, mais lorsqu'il persiste, c'est un élément péjoratif. En ce qui concerne le score de gravité bioclinique, alors sur le plan clinique, c'est les tâches qu'on a vues tout à l'heure, échymotique, lombaire ou périombilicale, qui sont péjoratives. Et biologique, c'est la CRP qui est supérieure à 150 mg par litre à la 48e heure, dans 84% des formes nécrotiques. Alors, on a vu dans les objectifs pédagogiques qu'il fallait faire la distinction entre les formes bénignes et les formes graves. Et pour cela, on utilise des scores, donc des scores de pronostic. Il existe beaucoup de scores, mais ce qu'on a retenu, c'est surtout le score de Ranson. C'est un score clinico-biologique
donc, mais qui est effectué donc, à l'admission et 48 heures après. Alors là, on a l'âge, à l'admission, l'âge supérieur à 55 ans, l'azate supérieur à 250 unités par litre, 6 fois la normale, les LDH 1,5 fois la normale, les globules blancs supérieurs à 16 000, la glycémie supérieure à 2 grammes par litre. Et à 48 heures après, on a l'hématocrite qui est supérieur à 10%, l'urée également qui est élevée, la calcémie qui chute, la PaO2 qui est inférieure à 60 mm de mercure, déficit en base et une séquestration liquidienne, un troisième secteur qui est supérieur à 6 litres. Et le score, donc, s'il est inférieur à 3, on a une pancréatite aiguë bénigne. Et lorsqu'il est supérieur à 3, c'est une pancréatite aiguë sévère. Et la mortalité, elle augmente. Plus on a de points, donc 3 à 4, elle est de 15%, 5 à 6, elle est de 40%. Et lorsqu'on a plus de 7 points, on est déjà à 100% de mortalité. Ensuite, on a un score radiologique, pronostic, score de Balthazar, et qui est effectué généralement à 72 heures après le début de la crise de pancréatite aiguë. Le scanner est un examen de référence qui a une valeur pronostique dans la pancréatite aiguë. Alors, il est basé sur l'inflammation pancréatique et péripancréatique et d'autre part sur la nécrose pancréatique. Alors, pour ce qui est de l'inflammation, c'est 5 grades de A à E. Le grade A, le pancréas est normal. Le grade B, élargissement focal ou diffus du pancréas. Le grade C, c'est un pancréas hétérogène associé à une densification de la graisse péripancréatique. Le grade D, c'est une coulée péripancréatique. Et le stade E, c'est plusieurs coulées ou présence de bulles de gaz au sein d'une coulée, c'est-à-dire une infection de nécrose. Et pour la nécrose, donc soit on n'a pas de nécrose, soit la nécrose, elle est calculée en pourcentage, elle est inférieure à 30%, soit elle est entre 30 et 50%, et dans le dernier stade, elle est supérieure à 50%. Alors, on calcule l'index de sévérité en associant l'inflammation à la nécrose. Et là, on a, lorsqu'il est inférieur à 3, on a une morbidité de 8%, une mortalité de 3%. Et plus on a plus de points, et plus la morbidité augmente et la mortalité augmente également. Lorsqu'on a de la nécrose, c'est-à-dire qu'on est déjà dans un stade D, une seule coulée de nécrose, mais qui prend 30 à 50%. Donc on a les 3 points plus les 4 points, on est à 7. Et là, on est dans la troisième case, entre 7 et 10. On est à 92% de morbidité et 17% de mortalité. Donc, il faut associer l'état du pancréas et péripancréatique. Score de Balthazar. Le diagnostic différentiel se fera avec la cholécystite aiguë lithiasique, l'angiocolite, parce qu'il y a migration du calcul au niveau de la voie biliaire principale et souvent on a une association entre angiocolite et pancréatite aiguë, l'ulcère perforé, donc on l'a vu, on n'a pas de contracture et on n'a pas de pneumopéritoine à l'ASP, les péritonites, donc pareil, on n'a pas de contracture, l'occlusion intestinale parce qu'on a ce météorisme mais on n'a pas de niveau hydroaérique à l'ASP et peut-être également écarté par un scanner. L'appendicite aiguë, la diverticulite,
la sigmoïdite, l'ischémie mésentérique, c'est-à-dire l'infarctus entéromésentérique, l'IDM, vu qu'on a une douleur au niveau de l'épigaste, donc il suffit de faire un ECG pour écarter l'IDM de forme abdominale, et les pleuropneumopathies, parce qu'on a cet épanchement pleural basal avec une douleur basithoracique. Les complications locorégionales, elles sont surtout en rapport avec les formes nécrotico-hémorragiques. Elles sont d'ordre infectieuse, donc avec une surinfection des coulées de nécrose pancréatique. Elles peuvent être également hémorragiques par érosion vasculaire des vaisseaux de contiguïté. Thrombose, donc thrombose veineuse mésentérique. Elle peut également, la nécrose, s'organiser en pseudokyste du pancréas. Il peut y avoir également des perforations d'organes digestifs dues à la nécrose des mésos, donnant un tableau de péritonite. Et la pancréatite chronique avec insuffisance pancréatique. Les complications locorégionales, donc on a d'abord la perforation digestive qui indique donc une laparotomie en urgence. On a également la prise en charge des coulées de nécrose. Alors généralement elles sont stériles, on ne fait pas de drainage, seulement si syndrome de masse ou rupture canalaire pancréatique ou lorsqu'elles sont infectées. Et là donc le diagnostic c'est par la ponction et le traitement doit se faire par drainage endoscopique ou percutané ou par lombotomie, par lomboscopie ou par laparotomie, vraiment comme dernière solution. Alors on a le syndrome du compartiment abdominal également. Ça c'est par l'augmentation de la pression intra-abdominale qui est due aux épanchements qui sont importants, donc les coulées de nécrose. Et le diagnostic il est fait par la pression intravésicale. Les mesures médicales, donc on fait un sondage gastrique, on curarise, donc on relâche un peu la paroi abdominale, on fait une évacuation des épanchements et donc pour diminuer la pression au niveau de l'abdomen. Et le traitement, parfois on est amené à faire un traitement, à intervenir chirurgicalement par une laparostomie de décompression, c'est-à-dire qu'on laisse ouvert l'abdomen pour décomprimer. Alors on peut avoir également ce qu'on a vu, c'est des complications vasculaires, soit des pseudo-anévrismes, donc c'est par l'angioscan le diagnostic, le traitement est peut-être radiologique, donc la radiologie interventionnelle, ou si l'hémorragie elle est incontrôlable, on peut faire une chirurgie. On peut également avoir des thromboses avec risque d'infarctus splénique ou alors des hématomes. Alors pour les pseudokystes, on l'a vu, c'est des kystes, c'est la nécrose qui va s'organiser en kystes, ce pas des vrais kystes, ils n'ont pas de paroi propre, c'est pour ça qu'on les appelle les pseudokystes. Donc on les surveille et on intervient que lorsqu'ils sont volumineux, lorsqu'ils sont infectés, lorsqu'ils sont symptomatiques, qu'ils sont compressifs. Et là, on peut intervenir soit par voie endoscopique ou chirurgicalement par voie radiologique. On peut avoir également une rupture du canal pancréatique principal, c'est-à-dire le canal de Wirsung. Le diagnostic il est fait par l'IRM et le traitement il peut être soit endoscopique, soit chirurgical. Les complications générales, donc c'est l'atteinte multiviscérale, les défaillances, les différentes défaillances, l'état de choc septique, hémorragique, détresse respiratoire, insuffisance rénale aiguë, coagulopathie intravasculaire disséminée, insuffisance hépatique aiguë et parfois donc le décès. Alors le traitement il est essentiellement symptomatique et parfois étiologique.
Alors, on traitera surtout la douleur. On fait une réanimation du patient en corrigeant donc le retentissement systémique, surtout s'il y a atteinte multiviscérale. On traite les complications notamment loco-régionales et on évitera donc les récidives par le traitement de l'étiologie. Le principe du traitement, il n'y a pas de traitement spécifique. Alors, il est essentiellement, comme je l'ai dit, symptomatique, il est adapté à la gravité, mais dans certains cas, donc l'origine biliaire ou métabolique, il comportera une part étiologique. Les principes thérapeutiques sont très différents selon qu'il s'agit d'une pancréatite bénigne ou d'une pancréatite sévère. Le traitement, on dispose donc de traitement médical non spécifique, c'est-à-dire que toute pancréatite aiguë doit être hospitalisée, soit dans un service de médecine interne ou de chirurgie en cas de pancréatite aiguë bénigne, un service de réanimation lorsqu'elle est sévère. Donc il faut une surveillance clinique pluriquotidienne, avec arrêt de toute prise alcoolique ou médicamenteuse causale. Cet algorithme résume un peu la prise en charge de la pancréatite aiguë. Alors, lorsqu'il existe une défaillance viscérale initiale ou un CIRS qui persiste après les 48 heures, le patient est hospitalisé en réanimation. Lorsqu'il n'existe pas, donc, et ce n'est pas un malade à risque, on fait une surveillance habituelle et on peut espérer une guérison. Donc, lorsque le malade il est à risque, il en fait une surveillance renforcée. Donc, au cours de cette surveillance, le malade a une défaillance viscérale ou des complications locales, on le met en réanimation. Sinon, il peut s'améliorer et on peut espérer une guérison. Alors, le malade à risque, c'est un malade avec un Ronson supérieur à 3, une CRP supérieure à 150 et la TDM supérieure ou égale à 4 points. C'est ce qu'on appelle les malades à risque. La prise en charge de la pancréatite aiguë bénigne se fait d'abord par une hospitalisation en unité simple, on l'a dit, soit en médecine interne, en gastro ou en chirurgie. Alors, elle consiste à mettre à jeun le tube digestif. Il faut donc une perfusion de soluté hydroélectrolytique afin de maintenir un équilibre correct. Adapter donc les antalgiques. Donc par palier, en quantité suffisante pour soulager la douleur. Mettre la sonde nasogastrique si vomissement important incoercible. Il faut faire une surveillance quotidienne afin de vérifier l'absence d'évolution vers une forme plus sévère. Et réalimenter donc par voie orale classique juste après donc disparition de des douleurs surtout. Donc c'est surtout la douleur qui va autoriser l'alimentation, les vomissements et reprise du transit. Et ceci survient généralement dans les 10 jours suivant le début des symptômes. Le bilan étiologique sera fait en parallèle et les mesures adaptées seront prises. La prise en charge de la pancréatite aiguë sévère se fait par une hospitalisation en unité de soins continus si le malade est à risque, comme on l'a vu avec un terrain, un CRP supérieur à 150 mg par litre, un score de Ronson supérieur ou égal à 3, un score radiologique scanographique de Balthazar supérieur ou égal à 4, ou en réanimation en présence de CIRS ou de défaillance viscérale. Donc là, on a une mise à jeun stricte jusqu'à disparition de la douleur. Donc là, c'est important. Le seul fait que la douleur disparaisse, on peut réalimenter le patient. Les antalgiques mineurs et majeurs, donc en fonction, donc par palier, en fonction de la réponse aux antalgiques, on va adapter les antalgiques. La pose de sonde nasogastrique n'est pas systématique en cas de vomissement incoercible.
On pose un cathé central souvent nécessaire à la fois pour monitorer la pression veineuse centrale et pour perfuser les solutés. Des inhibiteurs de la pompe à protons seront prescrits pour prévenir les ulcérations de stress parce que c'est des patients qui sont quand même hospitalisés en réanimation, donc ils peuvent développer des ulcères de stress. Et il n'y a pas d'indication de mettre en place une antibiothérapie préventive de l'infection de la nécrose. Un point très important est la nutrition. Alors, une nutrition artificielle doit être mise en place en raison de la durée du jeûne prévisible et de la situation de stress métabolique majeur. Si l'ileus réflexe n'est pas au premier plan, la nutrition doit être mise en place le plus tôt possible par voie entérale, c'est-à-dire qu'on préfère toujours la voie naturelle, la voie entérale à la voie parentérale. Par la mise en place du sonde nasogastrique, on peut faire un gavage. Les défaillances viscérales seront traitées par donc un remplissage vasculaire, par des drogues vasoactives. On fait également l'oxygénothérapie, voire une ventilation assistée. Et parfois, on est amené à faire une dialyse, épuration extra-rénale. Alors, la surveillance sera renforcée, clinique pluriquotidienne. Donc là, c'est surtout faire attention à la douleur biologique par la CRP, créatinine, la saturation en oxygène, l'hémogramme quotidien, bien sûr la CRP bi-hebdomadaire. C'est un facteur vraiment très intéressant pour la surveillance des pancréatites aiguës et l'inflammation, apprécier l'inflammation, et radiologique TDM tous les 10 à 15 jours, surtout dans les formes où il y a beaucoup de nécrose, on a peur qu'il y ait une surinfection découlée de nécrose. Pour ce qui est du traitement spécifique, il est instrumental, c'est surtout le drainage percutané d'une coulée de nécrose lorsqu'elle est infectée. Alors, la sphinctérotomie endoscopique lorsqu'il existe une migration de calcul avec une angiocolite, compliquée également des nictères obstructifs. Le traitement chirurgical, il est réservé pour les nécroses infectées, donc où on peut faire des nécrosectomies. Et dans un deuxième volet, c'est le traitement étiologique, surtout dans la pathologie biliaire. Lorsqu'il existe donc une lithiase vésiculaire, on peut faire la cholécystectomie, ou lithiase de la voie biliaire principale, on peut faire une cholédochotomie, extraction des calculs, et ceci lors de la même hospitalisation dans les formes bénignes pour éviter les récidives, ou alors dans les formes sévères, il faut les différer.